Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce mercredi. Un sommet qui symbolise les ambitions de Moscou sur le continent africain, le sommet de Sotchi qui réunit les représentants de 47 pays parmi lesquels le Maroc s'est ouvert aujourd'hui en Russie. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président Vladimir Poutine et par Abdel Fattah el-Sisi. L'INDH organise jusqu'au 4 novembre une campagne nationale d'information sur le développement de la petite enfance. L'opération a pour objectif de sensibiliser les citoyens à l'importance de cette étape initiale de la vie. La pluie fait son grand retour et qui dit pluie dit également parfois débordements et inondations. Pour parer à ces problèmes, un dispositif avait été mis en place par la LIDEC à Casablanca. Tout au long de la journée, plusieurs équipes ont procédé à des opérations de nettoyage. Pour Rachel Mouyal, Tanger ne serait pas Tanger sans la librairie des colonnes. Et pour les Tangérois, Rachel symbolise les plus belles années de cet espace culturel. Une magnifique histoire racontée par cette Tangéroise de la première heure qui a vu défiler des milliers de lecteurs et des centaines d'écrivains parmi les plus prestigieux. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ces images de cette réception en l'honneur des monarques et des membres des familles royales qui ont assisté au Japon à la cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a pris part à la résidence impériale d'Akasaka à Tokyo à cette cérémonie offerte par le nouveau souverain. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a été salué par leur majesté l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako ainsi que par l'ancien empereur Akihito et son épouse. Je vous rappelle que son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur japonais qui s'est déroulée hier après-midi en présence de plus de 2000 invités de 180 pays. Direction à présent la Russie avec ce sommet qui symbolise les ambitions de Moscou sur le continent africain, le sommet de Sotchi qui réunit les représentants de 47 pays parmi lesquels le Maroc s'est ouvert aujourd'hui. La délégation marocaine est conduite par le chef du gouvernement, Saïd El-Athmani. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Vladimir Poutine et Abdel Fattah el-Sisi en sa qualité de président de l'UA. Au programme de ce sommet Russie-Afrique, plusieurs panels, des rencontres qui ont connu la participation de nombreuses personnalités marocaines sur des thématiques comme la coopération énergétique ou encore le domaine des médias. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux en Russie, Amina Bentralq et Atman Mouadeh. Une salle comble pour la cérémonie d'ouverture de ce sommet sans précédent dans l'histoire des relations russo-africaines. D'emblée, Vladimir Poutine donne le ton. Il affirme devant les chefs d'État et de gouvernement africains que les 20 milliards d'échanges commerciaux avec le continent sont insuffisants. Il annonce une ambition partagée par le chef d'État égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a également présidé cette cérémonie. Cette ambition, c'est de doubler le volume du commerce entre la Russie et l'Afrique d'ici 5 ans. Il y a toute une ruée de la part du monde entier vers l'Afrique. Comme ça représente un marché extrêmement important, une zone économique grâce à la zone de libre-échange de 1,3 milliard d'habitants et une jeunesse extrêmement dynamique, innovatrice et créatrice. Donc la Russie vient aussi parmi les partenaires qui explorent fortement donc, leurs opportunités sur le continent. La Russie a un savoir-faire technologique qui pourrait contribuer au développement de l'Afrique et au niveau de notre continent. Nous avons énormément de ressources qui pourraient intéresser les Russes. Ces relations seront donc bénéfiques aux deux parties. Voilà pourquoi nous les encourageons. Pour accompagner cette nouvelle dynamique, les panels se sont succédés. Des rencontres auxquelles plusieurs personnalités marocaines ont participé, mais aussi des membres du gouvernement, à l'image de Mohsin Jazouli et de Aziz Rbah. Les panels qui ont été choisis pour le Maroc sont des panels d'ordre stratégique. Il y a d'abord l'énergie. C'est un secteur aujourd'hui qui est très visible, très important, très attractif. Et on a quand même des succès. On a des réussites en la matière, surtout dans le domaine des énergies renouvelables. La rencontre qui lie la Russie avec le continent africain sur notamment aujourd'hui la partie économique consiste à d'abord augmenter le volume des échanges en valeur absolue. La Russie aujourd'hui comprend à peu près un dixième des échanges de la Chine par exemple.
Ces échanges commerciaux entre le Maroc et la Russie sont passés de 200 millions de dollars en 2006 à 3 milliards en 2016. Mais il s'agit aujourd'hui de les renforcer en s'intéressant à de nouveaux secteurs. Aujourd'hui, les entreprises russes et les entreprises marocaines cherchent à se collaborer dans les volets à plus haute valeur ajoutée, soit traditionnels comme les céréales de la Russie ou les produits de la pêche maritime du Maroc, soit les nouvelles comme les technologies informatiques. Pour le Maroc comme pour les autres pays africains, l'enjeu est donc de développer un partenariat équitable avec la Russie. Voilà pourquoi les discussions prévues demain porteront sur de nouvelles problématiques comme les questions sécuritaires ou encore celles liées à la digitalisation du continent. Et pour parler plus en détail de ce sommet de Sotchi, avec nous sur le plateau, notre expert en relations internationales, professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces ambitions grandissantes de Moscou dans une région où la Chine et l'Occident ont plusieurs longueurs d'avance? Certes, la Russie n'a pas la même expertise qu'en ces pays du moment qu'ils se sont investis énormément et depuis plusieurs années en Afrique. Déjà, il faut juste, si on veut comparer, aujourd'hui les investissements et les rapports économiques entre la Russie et l'Afrique sont 2 fois moins que ceux de la France et 10 fois moins que ceux de la Chine. Donc il y a un retard énorme à combler dans ce cadre-là. Ceci dit, la Russie présente un nouveau programme de coopération avec les Africains. Déjà, elle repose sur le fait qu'elle n'a pas de passé colonial, même qu'elle a soutenu énormément et massivement les mouvements d'indépendance en Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, la Russie défend énormément la question de la souveraineté des États, surtout contre un certain nombre de manigances politiques principalement venues de l'Ouest, et en même temps elle est critique, la Russie est toujours critique de cette approche chinoise qu'on dit plus ou moins qui pousse à un surendettement des pays africains. Certes, la Russie n'a pas les mêmes capacités financières des pays occidentaux, ni cette présence massive de l'économie chinoise, mais elle propose dans des domaines différents des modèles de coopération win-win. Bien Alors sûr, justement, concrètement, oui. qu'est-ce que la Russie propose à l'Afrique? En fait, la Russie, c'est une vision assez globale parce que déjà, le sommet, ce sommet, cette rencontre, c'est 2 parties. C'est un forum beaucoup plus économique, culturel, social et économique, et c'est aussi un sommet politique avec une déclaration en commun. La Russie, aujourd'hui, elle est certes en retour sur le plan mondial, on le voit très très bien au Moyen-Orient, et elle essaie d'utiliser ce retour pour s'investir dans un continent assez stratégique pour l'économie russe. Déjà, la Russie est un producteur très important des hydrocarbures, c'est un producteur minier très important, principalement des diamants. C'est la même chose qu'en Afrique. Donc, il y a des possibilités de coopération. Il y a aussi des possibilités à ce que les 2 entités ne soient pas concurrentes dans un certain nombre de marchés. Mais il faut voir que le retour de la Russie va utiliser énormément ce passé très important, celui de l'Union soviétique, qui est toujours là. On a parlé à un moment donné comme quoi la Russie n'a pas les mêmes systèmes de lobbying, n'a pas de connaissances très profondes d'Afrique. Il faut quand même rappeler qu'une bonne partie des cadres africains ont été formés dans des universités et dans des instituts russes, et que ce passé est assez présent et que la Russie a toujours eu quand même une place assez positive. Il faut remarquer aussi que en termes de relations avec l'Afrique, certes l'Afrique du Nord tient quand même la première place avec presque la majorité des 20 milliards de dollars d'investissement russe en Afrique. Aujourd'hui, la Russie veut s'investir par ailleurs et il y a énormément de demandes de par le marché africain, principalement dans le domaine des technologies numériques, des mines et de l'agroalimentaire. Et je pense qu'ils ont les moyens de s'investir avec de nouveaux modèles par opposition aux autres modèles déjà présents, que ce soit de la Chine ou du monde occidental. Professeur Khalid Chegraoui, merci pour cet éclairage. Et avec un peu plus de 147 millions de consommateurs, la Russie est l'un des marchés les plus importants au monde, un partenaire commercial stratégique pour l'Afrique. Pourtant, les échanges commerciaux entre les 2 parties restent en deçà des ambitions. Le point avec Amina Mkhalq.
La Russie, résolument tournée vers le continent de l'avenir, mais pour les pays africains comme pour Moscou, il est aujourd'hui nécessaire d'accélérer les échanges commerciaux. Des échanges qui se sont chiffrés à plus de 20 milliards de dollars en 2018, ce qui représente une hausse de 17% en une année. Ce chiffre reste malgré cela en deçà des attentes, car la balance commerciale avec la Russie est déficitaire puisque l'Afrique importe largement plus qu'elle n'exporte. En chiffres, cela se traduit ainsi. Les exportations russes composées essentiellement de céréales et d'équipements militaires sont estimées à 17,5 milliards de dollars. De l'autre côté, les exportations africaines de matières premières agricoles, de produits alimentaires et de textiles n'atteignent pas les 3 milliards de dollars. Parmi les principaux partenaires commerciaux de la Russie dans le continent, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud ou encore le Kenya. Et entre le Maroc et la Russie, les relations diplomatiques remontent au XVIIIe siècle. Elles ont connu une nouvelle dynamique à partir de 2002, date de la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Moscou. D'autres visites de hauts responsables et des rencontres d'envergure ont eu lieu ces dernières années de part et d'autre. Des échanges qui ont permis de renforcer le partenariat et de développer la coopération bilatérale dans différents domaines. Les développements avec Amina Mdra. Des relations séculaires lient le Maroc et la Russie, mais parmi les étapes qui auront marqué un tournant majeur dans les liens entre les deux pays, la visite en octobre 2002 de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Fédération russe. Elle aboutira à la signature de la déclaration sur le partenariat stratégique ciblant des secteurs clés comme le commerce ou encore la pêche maritime. Ces relations se projettent aujourd'hui dans une dynamique de raffermissement, de maturation et d'épanouissement entre les deux pays. Et grâce, bien sûr, au grand élan qui a été donné ou leur donné après la visite d'État de Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2002. En septembre 2006, ce sera au tour du président russe Vladimir Poutine de visiter le Maroc. Une deuxième rencontre au sommet avec Sa Majesté le roi Mohammed VI qui développera les consultations politiques entre les deux pays. À ce moment, on est abouti à un dialogue de très haut niveau, ce qui est concrétisé par l'intensité des visites entre le Maroc et la Russie. Le Maroc doit continuer à élaborer et à chercher comment confirmer cet partenariat stratégique. Un partenariat qui se renforce après cette visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Moscou en mars 2016, avec à la clé la signature de 16 conventions. Elles portent sur les domaines de la coopération douanière, agricole ou encore militaire. Un an plus tard, en octobre 2017, 11 nouvelles conventions sont signées par des responsables marocains et russes à l'occasion de la visite du Premier ministre Dimitri Medvedev au Maroc. Elle sera suivie en janvier 2019 par l'arrivée à Rabat du ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, qui sera reçu par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Direction à présent la Tunisie où Kais Saïd a prêté serment devant l'Assemblée constituante comme nouveau président de la République de Tunisie. Dans son discours d'investiture, celui qui était encore inconnu de la scène politique il y a 3 mois a appelé les Tunisiens à s'unir contre le terrorisme. Il a également proposé que les Tunisiens fassent don d'une journée de travail pendant 5 ans pour contribuer à résoudre le problème de l'endettement. Lors de cette cérémonie d'investiture, les présidents de la Chambre des représentants, Habib Malki, et la Chambre des conseillers, Hakim Ben Chemmeche, ont représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI et les présidents des 2 chambres du Parlement marocain ont été reçus par le nouveau président tunisien, Kais Saïd. À l'issue de cette entrevue, le président de la Chambre des représentants, Habib Malki, a indiqué avoir transmis un message verbal de Sa Majesté le roi Mohammed VI au président tunisien. Le bilan de la semaine de contestation anti-gouvernementale qui a secoué l'Irak atteint 157 morts. Bagdad a annoncé les résultats de son enquête sur cette semaine sanglante. Un rapport officiel rendu public qui révèle que la plupart des victimes sont des manifestants. Selon ce document, les autorités ont annoncé le limogeage de plusieurs commandants militaires dans 7 des 18 provinces du pays touchées par la contestation. Une haute commission qui a fait porter la responsabilité de certains des morts sur les forces de sécurité a également annoncé le limogeage d'une série de commandants.
Au Liban, les manifestations déclenchées la semaine dernière se sont poursuivies pour le 7e jour consécutif. La rue reste mobilisée malgré le plan de réforme économique proposé par le Premier ministre Saad Hariri. Le mouvement a présenté aujourd'hui les signes d'une vigueur nouvelle à Beyrouth, où les barrages de manifestants se sont multipliés dès l'aube sur la voie qui conduit au centre de la capitale, au moment où banques, écoles et universités sont, elles, restées fermées jusqu'à nouvel ordre. Retour à l'actualité nationale avec l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, qui organise jusqu'au 4 novembre une campagne nationale d'information sur le développement de la petite enfance. L'opération a pour objectif de sensibiliser les citoyens à l'importance de cette étape initiale de la vie pour le développement du capital humain. Reportage Izza Charqi et Mohamed Chihima. Sensibiliser les différents acteurs à l'importance du développement de la petite enfance, tel est l'objectif de cette campagne nationale qui a débuté aujourd'hui dans la région d'Al-Hamna. Durant 15 jours, plusieurs spécialistes et experts se mobiliseront afin de rappeler aux citoyens le rôle crucial de cette étape initiale de la vie dans le développement du capital humain. Cette campagne nationale dédiée à la petite enfance est une campagne qui se prolongera sur 15 jours et qui vise à sensibiliser les parents, mais aussi l'ensemble des acteurs, que ce soit les autorités locales, les élus, la société civile ou encore les ministères, à l'importance que revêt ce sujet. Au cœur de cette campagne, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et la mise en place d'un système d'éducation préscolaire de qualité qui constituent des leviers décisifs dans le développement de la petite enfance. Travailler correctement avec l'enfant pendant de 0 à 6 ans est capital pour le développement de notre pays, que ce soit économique, social et surtout éducatif. Et également, il y aura des outils qui vont expliquer aux gens quels sont les éléments clés qui ont relation avec la santé de la mère, ça veut dire avant la naissance de l'enfant, et également avec la nutrition et la santé de l'enfant. Le développement de la petite enfance est donc la clé de la croissance socio-économique future d'un pays. De récentes études scientifiques ont d'ailleurs démontré que les investissements dans le développement du capital humain à un âge précoce sont de 1,5 à 5 fois plus rentables qu'à un autre moment de la vie. La page santé de ce journal est consacrée à une question que se posent de nombreux parents. Comment détecter un trouble de la vue chez l'enfant? Bien que ces problèmes de vue des enfants passent souvent inaperçus, de nombreux signes permettent de tirer la sonnette d'alarme. Le plus important, c'est le dépistage. Plus ces troubles sont détectés tôt, mieux ils sont traités. Comment garder l'œil sur la vue de vos enfants? Élément de réponse dans ce reportage de Jihan Douglali et le Mouloudi Zindine. Le récit est de Rita Saha. Colorier en dehors des lignes, coller son visage au cahier pendant la lecture ou l'écriture, autant de comportements qui doivent alerter les instituteurs. Et pour cause, ces signes peuvent être la conséquence de troubles visuels chez les enfants. Si on observe qu'il y a un petit problème chez l'enfant, on lui fait faire d'autres exercices pour nous assurer qu'effectivement il y a un problème de vision. Et là, on avise les parents évidemment. Un enfant qui se cogne ou chute régulièrement et a souvent les yeux qui piquent et pleure, dès l'apparition de ces signes, il est important de consulter un spécialiste, surtout en cas d'antécédents familiaux. Le dépistage précoce est très important parce qu'avant l'âge de 6 ans, s'il y a un problème visuel, il peut être corrigé. Le pourcentage pour que l'enfant retrouve une bonne vue est d'ailleurs de 100%. Et ce taux a tendance à baisser après l'âge de 6 ans. Pour détecter et corriger les défauts de la vue rapidement chez les plus petits, à l'école comme à la maison, l'attention est donc de mise. Parents et instituteurs doivent donc ouvrir l'œil. Une consultation chez un ophtalmologue au moins tous les 2 ans est également conseillée. Après un été particulièrement sec et plusieurs semaines consécutives sans précipitation, la pluie fait son grand retour. Et qui dit pluie dit également parfois débordement. Dans la capitale économique, de nombreux habitants avaient du mal à circuler ce matin à cause des dégâts causés par les quelques millimètres de précipitations tombés la veille. Des inondations dans certains quartiers dues à l'encombrement des canalisations. Pour parer à ces problèmes, un dispositif a été mis en place par la LIDEC. C'est un reportage de Nadia Lioubi et Soumiyet Dohaimi. Le récit et de Rita Saha.
Quelques heures de pluie seulement et déjà de nombreux quartiers casablancais se retrouvent sous les flots, une situation récurrente que redoutent de nombreux habitants de la capitale économique, comme ici à Sidi Moumen, où chaque nouvel épisode de précipitation laisse place à des inondations. Chaque fois qu'il pleut, les égouts sont pleins. Nous n'avons plus où circuler et chaque année c'est pareil. Chaque fois qu'il pleut, c'est un peu le déluge ici près de la mosquée. L'eau rentre même jusque dans les immeubles. À chaque nouvelle pluie, il y a des inondations. Pour parer à ce problème, avec l'arrivée de la saison des pluies, la société en charge de la collecte des eaux usées a renforcé ses effectifs. Depuis le début de l'année, sur les plus de 5500 km de réseau d'assainissement que compte Casablanca, les équipes de la LIDEC ont d'ailleurs extrait plus de 14 500 tonnes de sédiments contenus dans les réseaux et ouvrages, des efforts parfois freinés par certains facteurs. Si les pluies sont abondantes et que la capacité maximale des canalisations est atteinte, eh bien les égouts débordent. Et cela crée des inondations. Autre chose importante, il faudrait aussi sensibiliser les habitants de la ville à la protection de l'environnement. Dans les canalisations, nous retrouvons du plastique, du tissu et beaucoup d'autres choses qui contribuent au blocage des égouts. Respecter l'environnement est donc primordial pour éviter les catastrophes. Sur le terrain, ces équipes poursuivent d'ailleurs leurs opérations de curage et pompage en attendant l'arrivée de nouvelles précipitations prévues la semaine prochaine. Il figure parmi les principales cultures maraîchères du Maroc et joue un rôle économique très important. L'oignon, dans la région de Fès-Meknès, la production annuelle est de plus de 450 000 tonnes, ce qui représente plus de la moitié de la production nationale. Pour promouvoir la culture de cet aromate et les opportunités de valorisation, un festival est organisé depuis 6 ans dans la province de l'Hajb. Reportage Sarah Jabri et Alaïd Elhimi. Chaque année, 300 000 tonnes d'oignons sont produites dans la province d'El Hajb, ce qui représente près du tiers de la production nationale. Une récolte conservée dans des silos traditionnels, une méthode qui engendre des pertes allant jusqu'à 30%. Pour améliorer les techniques de stockage, la province abrite depuis 6 ans le Festival national de l'oignon. Des efforts importants ont été consentis par le ministère pour l'accompagnement des agriculteurs, pour que ces derniers puissent accroître leur rendement et améliorer la qualité de leur production. L'objectif maintenant est de relever le défi de l'amélioration des techniques de stockage. L'idée est de réunir les professionnels du secteur, agriculteurs, acteurs institutionnels et investisseurs marocains et étrangers autour des mécanismes de valorisation de la filière, du stockage et de la commercialisation. Cette année, les producteurs pourront bénéficier de l'expérience hollandaise en la matière. Nous avons une technologie avec un bon système de ventilation, une bonne isolation de bâtiment, un bon système froid pour bien climatiser et pour gérer l'hygrométrie et la température dans le bâtiment. L'installation et l'exploitation d'une unité de stockage permettrait aux producteurs de conserver leur récolte jusqu'à 8 mois et de réduire les pertes à moins de 5%, dans une province qui alimente non seulement le marché national, mais qui exporte près de 60 000 tonnes d'oignons vers le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour Rachel Mouyal, Tanger ne serait pas Tanger sans la librairie des colonnes. Et pour les Tangérois, Rachel symbolise les plus belles années de cet espace culturel. Une magnifique histoire racontée par cette Tangéroise de la première heure qui a vu défiler des milliers de lecteurs et des centaines d'écrivains parmi les plus prestigieux. Elle raconte cette période dans la mémoire d'une Tangéroise par la plume de Dominique Rousseau, sortie en juillet dernier aux éditions La Croisée des Chemins. C'est un reportage de Mohamed Badawi et Khalid Raïtou, le commentaire est de Sami Habs. Pour les Tangérois, l'image de Rachel Mouyal est associée à une des mémoires vivantes de la ville, la librairie des colonnes, lieu culturel mythique de la perle du Détroit. Rachel y officiera 25 ans. Elle prend en main la librairie au début des années 70. Elle y conseillera des générations de lecteurs, y commandera des milliers de livres et y présentera des centaines d'écrivains, quelquefois très célèbres. Tahar Benjeloun, Goïti Solo, Amin Malouf, Paul Bowles, Bernard-Henri Lévy n'a jamais signé à la librairie, hein. Mais c'est un ami. Bernard-Henri Lévy est devenu un ami, Ariel, sa femme également. Je les vois très souvent parce qu'ils sont très friands de la Casa d'Italia, c'est un endroit où j'y vais. Et aussi vont, et chaque fois nous avons des conversations des plus intéressantes. Tous ces souvenirs, Rachel les a comptés dans La mémoire d'une Tangéroise, sortie en juillet dernier.
à travers la plume de Dominique Rousseau. L'histoire de Rachel Mouyal, née à Tanger dans les années 30 et qu'elle ne quittera jamais. Pour elle, la librairie des colonnes, c'est toute une tranche de vie, une époque. C'est vraiment la figure emblématique de Tanger. C'est une femme qui nous raconte le parcours de toute une vie, c'est 86 ans de vie. Tanger sous protectorat, Tanger international, Tanger libre d'aujourd'hui, qu'elle adore, qui la fascine. Elle va transformer sa vie de bout en bout en femme libre. Elle est un exemple pour nous toutes. Et c'est un bonheur que de lire son livre pour découvrir cette ville fabuleuse qu'est Tanger. C'est en 1949 que la librairie des colonnes ouvre ses portes dans la ville du Détroit, alors internationale. Très vite, l'espace occupe une place de choix dans la vie culturelle, en servant de passerelle entre les arts, les cultures et les langues brassées à Tanger. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce sommet qui symbolise les ambitions de Moscou sur le continent africain, le sommet de Sotchi qui réunit les représentants de 47 pays, parmi lesquels le Maroc s'est ouvert aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Vladimir Poutine et Abdel Fattah Sisi en sa qualité de président de l'UA. Au programme de ce sommet Russie-Afrique, plusieurs panels, des rencontres qui ont connu la participation de nombreuses personnalités marocaines sur des thématiques, on l'a vu, comme la coopération énergétique ou encore le domaine des médias. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Ralfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.